santé au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et plaisir de vous retrouver pour ensemble parler de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au sommaire donc de cette édition, le commandement au Centre national d'instruction de Kara change de visage. Le lieutenant-colonel Didena Malawi devient le patron des lieux. Le film de la passation en ouverture de cette édition. Dans ce journal, nous parlerons également des acquis après formation des acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer sur le maniement de la plateforme Yaris. Comment fonctionne cet outil et quelle est son utilité dans la pratique? Nous posons la question ce soir. Un peu de récit en fin d'édition avec les figures, images, les objets d'intérêt historique, technique, scientifique qui meublent le musée national. Une renaissance qui s'offre à nous dans un dossier de la rédaction pour célébrer la journée dédiée au musée le 18 mai dernier. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Au Centre national d'instruction de Kara CNI, le commandement change de main. Le lieutenant-colonel Bidena Malawi est le nouveau chef des lieux. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le chef d'état-major de l'armée des terres. Le film de la cérémonie avec Nestor Mouzou. Le CNI, Centre national d'instruction, basé à Kara, connaît un changement au niveau du commandement. Le colonel Maunta Bayassim Nyamkulaba a cédé sa place au lieutenant-colonel Brenam Alawi. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre. Exécution. Officiers, sous-officiers, militaires de rang du Centre national d'instruction. De par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Alawi Bidenam, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Le lieutenant-colonel Brenam Alawi, nouveau commandant du CNI, est né le 22 janvier 1972 à Kara. Il a fait sa formation initiale à l'Efofat à Pia au Togo. Il a suivi des formations de spécialisation entre 2003 et 2016. Le lieutenant-colonel Alawi est nanti du diplôme d'état-major et du brevet d'études supérieures de défense, les deux obtenus en Côte d'Ivoire. Il fut aide de camp du président de la République de 2014 à 2021. Avant de prendre la tête du CNI, il était l'adjoint du commandant sortant. Les autres temps forts de la cérémonie de passation de commandement, c'est la signature du procès verbal et les allocutions de circonstances. Le commandant sortant, le colonel Maunta Bayassim Nyamkulaba, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à la haute hiérarchie militaire des forces armées togolaises pour lui avoir confié le commandement de cette prestigieuse institution de formation, d'instruction et d'entraînement. Le nouveau commandant, le lieutenant-colonel Bidenam Alawi, a lui aussi témoigné sa gratitude au président de la République, chef des armées, et au haut commandement des FAT pour la confiance qui vient d'être placée en lui. Il les a rassurés de sa détermination et de celle du CENI à contribuer à améliorer davantage la qualité de l'instruction dispensée aux stagiaires et aux recrues.
Intervenant à son tour, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kassawa Kolemaga, a félicité le commandant sortant et lui a demandé d'être fier du travail qu'il a réalisé et d'être disponible lorsque son successeur aura besoin de lui. Quant au nouveau commandant, il lui a demandé de s'y mettre pour montrer qu'il est à la hauteur de la confiance qui lui a été faite avant de lui remettre sa fiche de commandement. Après le chaos causé par l'attaque terroriste de Kwekakandi dans le Kwendial dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, les réactions de condamnation, de compassion et de solidarité fusent de partout. Les leaders religieux montent à leur tour au créneau pour dénoncer cette agression. Dans le sujet qui va suivre, Tchazina Mbaga nous fait un récapitulatif de la sortie des leaders religieux. Attaque terroriste de Kwekakandi. L'émotion reste encore vive dans le cœur des Togolais. Les responsables des confessions religieuses et les leaders traditionnels se disent profondément concernés par cet acte ignoble. C'est avec indignation et émotion profonde que nous avions appris cette attaque terroriste que notre pays ne mérite pas. Parce que notre pays a toujours milité, œuvré pour la paix. Toute la communauté musulmane condamne vigoureusement ces lâches attaques. Nos cœurs sont meurtris et nous partageons la douleur avec les familles éplorées. Et nous souhaitons prompte guérison aux blessés. Il y a quelques années et même quelques mois, quand on parlait du djihadisme, du terrorisme violent, on pensait que cela ne pouvait arriver qu'aux autres. Et voilà le taux qui se resserre contre nous. Et il faudrait vraiment prendre cela au sérieux. Nous devons être vigilants. C'est le moment plus que jamais pour que toute une nation se mette ensemble pour combattre efficacement ce fléau qui risque de désorganiser, déstabiliser notre pays. La menace est réelle et exige de chaque citoyen ainsi que de tout croyant un sursaut patriotique pour la défense de notre maison commune, le Togo. À partir de l'argent, à partir de l'espoir d'avoir un paradis dès votre mort, les jeunes s'engagent aveuglément à leur côté. Nous lançons un appel à la jeunesse de se solidariser de ces terroristes. Je voudrais aussi m'adresser aux jeunes. Nous ne devons pas vendre notre pays pour des intérêts mesquins. Quelles que soient les situations que nous vivons, parce que l'on ne doit pas considérer le djihadisme finalement comme un métier. C'est-à-dire comme quelqu'un est menuisier, un autre est enseignant. Voilà, moi aussi je vais être djihadiste ou bien je vais être terroriste. On ne devrait pas arriver jusque-là. Les religieux que nous sommes, nous devons veiller aussi à cultiver ces valeurs de paix, de tolérance. Et voilà, c'est un appel que je lance à nos gouvernants pour qu'eux aussi ils assument et de manière très responsable la tâche qui leur est confiée. Cette attaque, loin de nous déstabiliser, de nous désunir, doit plutôt renforcer nos liens de patriotisme, notre amour pour la mère patrie, le Togo. En tant qu'Église, nous demandons à tous les Togolais de prier, de beaucoup prier, parce que sans Dieu, la paix n'est pas possible. La prière pourra nous aider à s'en sortir. Et là, je lance un appel à tous les croyants de se mettre à genoux. Je voudrais que tous les Togolais soient vigilants et tourner dos et rejeter fermement tout ce qui est de la violence. Nous voulons exhorter nos populations à être éveillées, à rester sereines et à être aux côtés des autorités pour pouvoir accompagner nos FDS dans la lutte contre le terrorisme.
Je crois que c'est dans la sérénité que nous tous, nous allons vaincre l'ennemi. Bouter le terrorisme et l'extrémisme violent hors du territoire national, c'est le vœu de tous. Les responsables religieux et les leaders communautaires exhortent les populations à ne pas céder à la psychose, à garder la foi et surtout à dénoncer toute personne suspecte aux forces de défense et de sécurité. En l'instant même, la réaction des leaders religieux suite à l'attaque de Péka-Kandi, vous les avez écoutés. Unanimement, ils ont condamné l'attaque et appelé à l'unité nationale. L'actu ce soir, c'est également cette remise à niveau des acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer. Après des jours de formation sur l'utilisation du logiciel Yaris, un outil efficace pour une communication et une coordination face aux différentes crises en pleine mer, l'heure est aujourd'hui à l'évaluation des acquis. Le résumé de la séance avec Ramdan Bassina. Prévention et gestion des crises en mer, c'est le bien fondé de la plateforme Yaris, un outil unique aux 31 centres maritimes dans le Togo. Le pays forme 14 managers et 13 opérateurs avec le soutien du projet européen Gogin. Désormais, ils sont habilités à coordonner l'action de l'État en mer. Nous avons appris beaucoup de choses. Et essentiellement le partage d'informations. C'est un plus parce que, vous savez, dans le domaine maritime, il est important de partager l'information et de vite la partager. Maintenant, avec l'outil Yaris, nous sommes plus outillés à le faire plus facilement. 96% des centres maritimes sont connectés. Coordination, meilleure surveillance maritime, partage sécurisé d'informations, les actes illicites en mer sont devenus une affaire commune. Yaris répond non seulement à une des prescriptions de l'architecture de Yaoundé, mais répond aussi à une demande qui a été faite dans le cadre du sommet de Lomé sur la paix, la sécurité, le développement. C'est donc dire qu'au Togo, nous avons pris la mesure de ce qu'est le partage d'informations. Nous avons pris la mesure de ce que la sécurité maritime peut apporter au développement de nos pays. Merci à l'Union européenne d'avoir pris l'initiative de concevoir un projet qui se termine ou qui est en voie de se terminer avec la création de ce bel outil qui est Yaris. Le Haut Conseil pour la mer, la préfecture maritime et toutes les administrations maritimes sont renforcées dans leurs actions. Et sans transition, allons à présent toucher du doigt ou en savoir davantage de la plateforme Yaris. L'outil semble-t-il aide dans la prise de décision et de riposte face aux situations de crise. Un exemple ici, l'attaque des pirates. Dans la pratique, comment utiliser un tel outil désormais commun aux pays membres de l'architecture de Yaoundé? Les éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction signé Ramdan Bassina. Face à une pollution marine ou à un incendie sur un navire, par exemple, l'utilisation de la plateforme Yaris est plus que nécessaire. Dans ce cas spécifique, le système Yaris va pouvoir, dans l'exemple du Togo, si ça se passe dans les eaux togolaises, mettre en relation toutes les administrations nationales togolaises qui dépendent de l'action de l'État en mer et qui ont un rôle à jouer dans cet incendie, dans cet incident et dans cette potentielle crise. Évidemment, vous imaginez que si c'est quelque chose qui se passe à proximité du port, le port va être impliqué, la marine nationale, qui est le bras armé du préfet maritime, va avoir son rôle à jouer. Cet outil va leur permettre déjà de partager de l'information et d'échanger les premiers éléments sur cet incident. Plus vite les informations sont partagées, les actions concertées déclenchées et les décisions prises. Le Haut Conseil pour la mer, qui coordonne et pilote l'action de l'État en mer, la préfecture maritime et les services affiliés voient tous l'utilité et la nécessité de la maîtrise de Yaris. Je peux vous prendre l'exemple d'une pollution maritime au large du port de Lomé qui peut potentiellement intéresser vos voisins du Ghana. Et donc cet outil va permettre d'échanger facilement avec le voisin Ghana puisque l'organisation logicielle du partage de l'information est calquée sur l'organisation politique
et géographique de Yaoundé. Yaoundé, c'est un découpage géographique et politique des pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal à Luanda, qui est divisé en plusieurs zones. Donc cette architecture-là, elle est géographique et politique. Par le passé, nous avons géré des crises. Ce logiciel permet aujourd'hui de faire des analyses pertinentes au regard des situations qui se présentent. Et donc, c'est un plus par rapport à ce que nous faisions avant. Une fois qu'on a appris quelque chose, ce n'est pas fini. Il faut toujours continuer à maîtriser l'outil en s'entraînant toujours. La plateforme est opérationnelle depuis septembre 2020. Il contribuera à appuyer le Togo dans ses efforts pour sécuriser son espace maritime et lutter contre l'insécurité en mer. L'actualité hors du Togo, on connaît en début de cet après-midi la composition de la nouvelle équipe gouvernementale en France. Elisabeth Borne sort enfin son équipe un mois après la réélection d'Emmanuel Macron et à 3 semaines des élections législatives. Reportage. Conservent la confiance d'Emmanuel Macron et sont maintenus dans leur ministère. Monsieur Bruno Le Maire. Ministre de l'économie depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire reste à Bercy. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Beauvau. Et puis on le pensait sur le départ, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, conserve ses fonctions. C'est peut-être la surprise de cette nouvelle équipe gouvernementale. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'arrivée au Quai d'Orsay de Catherine Colonna. À 66 ans, celle qui était jusque-là ambassadrice au Royaume-Uni est habituée à porter la voix de la France sur la scène internationale. Elle fut également porte-parole durant près de 10 ans de la présidence de la République sous Jacques Chirac. Monsieur Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Il s'est attiré les foudres des membres de son parti, les Républicains, en quittant jeudi la présidence du groupe. Damien Abad rejoint donc Emmanuel Macron. Il fait lui aussi son entrée au gouvernement. Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le directeur du musée de l'histoire de l'immigration, Pape Ndiaye, aura la lourde tâche d'apaiser les tensions avec le corps enseignant. Le désormais ex-ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, n'est pas reconduit, tout comme Jean-Yves Le Drian, Marlène Schiappa ou encore Florence Parly. Et c'est Sébastien Lecornu qui prendra la tête des armées. Il était auparavant le ministre des Outre-mer. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. À 43 ans, l'ancien socialiste compte parmi ses missions l'objectif de plein emploi en 2027, fixé par Emmanuel Macron pour son second quinquennat. Autre promesse de campagne du président, la transition écologique. Et c'est Amélie de Montchalin qui est nommée à ce poste. 27 ministres, 13 femmes et 14 hommes. Il faudra donc attendre lundi le premier conseil des ministres du gouvernement pour la photo de famille. Au Togo, un mouvement de jeunes prometteurs de la paix se réorganise pour porter le message de la paix à leurs jeunes frères. Un mouvement qui va également se distinguer dans un rôle de médiateur en période de conflit pour proscrire la violence et prôner plutôt le vivre ensemble. Le compte rendu au lancement des activités avec Gisèle Kozona, commentaire, Antoinette Omo, Vovo. Lutter pour la paix, la non-violence et le vivre ensemble est leur mission. Pour atteindre ces objectifs, le mouvement des jeunes promoteurs de paix et l'organisation intergouvernementale CONAS Chaplains forment les médiateurs. Des juges de paix aptes à apporter du soutien et du réconfort aux populations en période difficile. Nous avons donc pris le soin de leur parler de c'est quoi un médiateur de paix, quel est le processus de la médiation. Comment est-ce que nous pouvons devenir un bon médiateur? Quelles sont les qualités requises pour un bon médiateur ou un bon agent de paix? Et je reste convaincu qu'ils repartent avec une certaine passion pour la paix. Ils vont avec un certain désir, vu le contexte même actuel que nous traversons ici au Togo. Il y a une détermination davantage à pouvoir rechercher la paix, poursuivre la paix, maintenir et consolider la paix. L'enseignement reçu galvanise déjà ces leaders de paix qui comptent aller plus loin. C'est juste pour nous donner cette possibilité là que nous puissions être porteurs de paix dans notre pays, des médiateurs, des gens qui puissent apporter la paix dans nos sociétés, dans nos maisons et dans notre entourage.
Cette formation peut me permettre de bien faire mon travail. La paix, la stabilité, le réconfort, le soutien et le soin aux populations, autant de valeurs prônées par ces organisations. À la sortie de cette formation, chaque participant aura les dispositifs nécessaires, les données nécessaires afin d'éradiquer la violence sous toutes ses formes. En prélude à la grande formation prévue du 23 mai au 4 juin prochain, MJPP et CONAS Chaplains vont former 350 aumôniers et juges de paix capables de promouvoir la paix au Togo, en Afrique et dans le monde. Et quelle devrait être la répartition équitable des ressources naturelles aux populations dans la région centrale où je vous amène. INADES Formation propose aux acteurs, surtout ceux du monde paysan, des mécanismes simples basés sur le respect de certains principes. La vision et la portée du projet dans ce reportage de Désiré Aloy. Accompagner les exploitants agricoles dans leur effort de production agroécologique reste l'une des préoccupations de l'ONG INADES Formation avec le soutien de la STM, Action Solidarité Tiers-Monde. Elle inclut dans le projet la prise en compte des droits humains, la problématique de l'accès aux ressources naturelles, le foncier en l'occurrence, un grand enjeu. Débat autour de cette préoccupation dans l'objectif d'œuvrer à son accès équitable dans la préfecture de Tchamba. Les pratiques agroécologiques, leur mise en œuvre est confrontée à une certaine réalité, l'accès au foncier. Et ce problème est plus accentué quand nous prenons les femmes. Dans la préfecture de Tchamba, ici, les problèmes liés au foncier sont multiples. Et donc nous voulons, à travers ce projet, divulguer tout ce qui est réglementation relative au foncier au Togo pour que les propriétaires terriens puissent bien comprendre les dispositions qui sont là. La pertinence du forum se retrouve dans ce projet qui, heureusement, est en lien et en cohérence avec les priorités actuelles du gouvernement et particulièrement de la feuille de route gouvernementale. En ce sens que ce projet prend en compte les questions de développement durable, les questions d'inclusion, inclusion économique, inclusion financière et inclusion sociale. C'est une approche de travail participatif pour la promotion des pratiques agroécologiques, un accompagnement du monde paysan. La femme a aussi les droits que l'homme a. Pourquoi ne pas lui donner aussi ses droits? Et vraiment, si on lui donne cela, je crois que ça va contribuer vraiment au développement de nos localités. Si on nous accorde d'avoir accès à la terre, nous les femmes, nous allons beaucoup produire. L'agroécologie, c'est notre contribution aussi pour protéger l'environnement. Ce projet pilote concerne les cantons d'Afem, de Balanka, de Goubi, de Kaboli et d'Adjeïde. Dans le même contexte, INADES Formation passe au renforcement de partenariats avec la maison de justice afin d'accompagner les comités de veille dans leur activité sur le terrain. Parlant à présent de l'élevage familial, la pratique est toujours d'actualité, sauf que les préliminaires et accompagnements échappent à beaucoup. À Palimé, l'organisation de la Charité pour le développement intégral au CDI Caritas Palimé apporte son appui aux ménages pour combler le déficit en produits carnés, mieux comprendre le projet dans ce compte-rendu de Sylvain Abdou. Ces promoteurs constituent la cible des acteurs identifiés pour la mise en œuvre du projet de promotion de l'élevage familial dans le diocèse de Palimé. Ils sont environ 150 issus des préfectures de Kpélé, Agou et Kloto. Le projet consiste d'abord à les former dans le montage d'un plan d'affaires et dans l'appropriation des bonnes pratiques pour une meilleure conduite de l'élevage au sein de leur famille. À cela s'ajoute l'accès au financement pour les aider à promouvoir davantage les élevages familiaux. À travers ce projet, ils vont également être accompagnés dans la construction des poulaillers, des bergeries et dans l'alimentation des animaux. Il faut déjà que chaque famille, sur une petite échelle, commence quelque chose à travers la production animale. Le CDI compte susciter l'esprit entrepreneuriat agricole au sein de ces populations et de cette couche vulnérable avec laquelle nous travaillons depuis déjà plusieurs années. Certains sont engagés dans l'élevage de petits ruminants, de volailles, de porcs
et d'autres l'apiculture et la pisciculture. La démarche est de l'organisation de la charité pour un développement intégral au CDI Caritas Palimé, qui, outre sa mission de propagation de la bonne nouvelle, s'investit aussi dans le social. Et qu'il y a un manque. Il y a un manque que ce projet veut nous aider à combler aujourd'hui. Et nous essaierons par tous les moyens, à combler ce vide chez les éleveurs, dans leurs familles et dans leur communauté. Le projet a été financé par le gouvernement togolais à travers le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV pour mieux soutenir les actions du chef de l'État. L'ambition, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Dès l'élevage familial, passons au mécanisme de sécurité alimentaire, toujours au Togo. Et dans la COSA, l'Agence nationale de sécurité alimentaire ANSAT procède à l'achat et au stock des céréales. Compte rendu de l'opération avec Nestor Moussou. La campagne d'achat des céréales a conduit l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo vers les producteurs de la coopérative Tichoumob dans le village de Bamagdo, dans la préfecture de Dangpen. Les membres de cette coopérative disposent encore du maïs blanc dans leurs entrepôts. Ils ont livré à l'ANSAT 25 tonnes, une aubaine pour eux en cette période de préparation de la nouvelle saison agricole. Le montant est à 4 500 000. Il nous reste encore 20 tonnes. Les 20 restants maintenant, nous pensons liquider encore s'il y a possibilité à l'ANSAT. Dans le mois lequel nous nous trouvons, les labours, les cultures ont commencé. Nous avons besoin d'acheter les engrais, d'acheter les herbicides. Voilà que cette année, les herbicides, les engrais, les prix sont vraiment exorbitants. L'État a fait un effort parce que partout nous apprenons que le coût n'était pas à 18 000 d'engrais, le sac d'engrais. Comme il a subventionné et les 18 000, nous le remercions à travers de l'ANSAT. Cette opération de prélèvement de l'ANSAT à Bamagdo s'intègre dans la campagne spéciale d'achat lancée en février dernier en vue de soulager les paysans. Le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Esozemnan Nyassimbe, a donné les instructions à l'ANSAT de faire les achats directs pour pouvoir aider les producteurs pour qu'ils commencent à préparer les travaux champêtres qui débutent déjà. On était l'autre fois à Bassar où on a acheté 14 tonnes 25 qui s'élèvent à 2 500 000 francs CFA. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de Gerinkouka, dans le village de Bamakto, où nous effectuons les achats de maïs. Nous sommes à 25 tonnes. L'ANSAT lance un appel aux autres producteurs qui ont encore des céréales sous les bras à se manifester à travers ces directions régionales en vue de lui permettre de s'organiser pour leur donner satisfaction. Ils sont tombés les armes à la main dans la nuit du 10 au 11 mai dernier dans leur mission de paix et de sécurité dans le Pendjal. L'attaque terroriste a coûté la vie à 8 vaillants soldats togolais au poste avancé de sécurité de Kwekakandi, faisant également 13 blessés. Au camp du 4e régiment d'infanterie de Nimporma dans les savanes, un hommage national mérité est rendu ce vendredi à nos 8 héros à travers une cérémonie présentée par la ministre des Armées et représentant le président de la République, chef des armées. Gérard Lagoudou, notre correspondant sur place. On passe maintenant à la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour de vendredi, en attendant de revenir bien sûr sur le sujet d'hommage au zéro national. À ce jour du vendredi, je disais 20 mai 2022, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 039, 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 740. Le nombre de cas actifs est de 26 et le nombre de décès de 273. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Un tour à présent au Musée national de Lomé où sont conservées les collections d'œuvres d'art, de biens culturels, scientifiques et autres. L'idée ici est de vous faire vivre un récit, une histoire de biens culturels qui retrouve passé,
inaperçus dans le musée que nous y sommes avec le guide pour une visite guidée pleine d'histoire. Un dossier signé Abidé Lemou, Gisèle Kozona, commentaire, Marie-Ange Bida. On aurait cru à des pièces sculptées. Et pourtant, ce sont de vrais animaux conservés. On a donc les spécimens de crocodile, donc de génètes, de varan et de milan. On appelle ça l'animal de paille ou de capoc, en le vidant de ses organes, intestins et autres, tout ce qui pouvait pourrir. Et l'animal conservé pouvait être gardé jusqu'à une génération, 25 à 30 ans. Des animaux rares aujourd'hui dans nos forêts sauvages et parcs nationaux. Pour la jeune génération, la plupart de ces animaux sont une découverte. Les visiteurs ont l'occasion, n'est-ce pas, de voir, d'observer et identifier certains animaux. Et c'est en cela que nous avons la vitrine consacrée à la taxidermie. C'est cette science qui permet de conserver les animaux en l'état naturel à des fins d'études de conservation. Bien conservé également dans ce musée, le tam-tam kamou. Très présent dans la tradition en pays kabyais, ces messages sont le signe de réjouissance et de mobilisation. Kamou, un pays kabyais, qui est une sorte de tambour surmonté de peau de bête sur une jarre. Et le nom, c'est kamou, et ça donne aussi la danse kamou. Une visite au musée national, c'est aussi un voyage en pays bassar, avec en légende l'épopée du fer, déclinée en plusieurs objets, reflet de la riche histoire de cette région du Togo. À travers ces objets, nous faisons référence à une pratique, notamment la métallurgie du fer. Et là, on sait déjà qu'au Togo, le travail du fer a été une activité beaucoup plus ancienne. Et aussi, à travers ces objets, nous pouvons connaître les communautés qui s'adonnaient à cette pratique. Et là, c'est une richesse parce que, qu'on soit visiteur lambda, qu'on soit élève, étudiant ou chercheur, on se rend compte qu'au Togo, le travail du fer est une réalité. Toutes ces œuvres font remonter l'histoire des peuples. Un voyage dans le passé pour renouer les générations avec leur présent. Un pouvoir manifeste des musées. Écho de la Coupe du Monde Qatar 2022, les choses se précisent davantage et les nations qualifiées à leur niveau préparent cette compétition mondiale. Au niveau des arbitres, la grande liste est enfin connue avec 6 arbitres africains, dont une femme, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Reportage. Les femmes arbitres entreront dans l'histoire de la Coupe du Monde cette année en arbitrant des matchs d'un grand tournoi masculin pour la première fois au Qatar. 3 arbitres féminines et 3 arbitres assistantes ont été annoncés par la FIFA jeudi. Elles font partie des 129 officiels sélectionnés pour les 64 matchs du tournoi qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre prochain. Parmi elles figure l'arbitre rwandaise Salima Mukansanga, qui devient la première femme africaine désignée par la commission des arbitres de la FIFA pour un mondial. En janvier dernier, elle avait été la première femme à arbitrer en Coupe d'Afrique des Nations lors de la rencontre Zimbabwe-Guinée. À ses côtés, la japonaise Yoshima Yamashita et la française Stéphanie Frappard, qui a déjà supervisé des matchs de qualification pour la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Pas sur la pelouse, mais tout aussi nécessaire, 24 hommes ont été sélectionnés pour travailler sur l'arbitrage vidéo lors de la compétition. Et on revient sur l'information du jour au Centre national d'instruction de Karassieni. Le commandement change de main. Le lieutenant-colonel Bidenam Alaoui est le nouveau chef des lieux. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le chef d'état-major de l'armée de terre. Le film de la cérémonie avec Nestor Mouzou. Le CNI, Centre national d'instruction, basé à Kara, connaît un changement au niveau du commandement. Le colonel Maunta Bayassim Yamkulaba a cédé sa place au lieutenant-colonel Bidenam Alaoui. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre. Exécution.
officiers, sous-officiers, militaires de rang du Centre national d'instruction. De par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Alaoui Bidenam, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Le lieutenant-colonel Bidenam Alaoui, nouveau commandant du CENI, est né le 22 janvier 1972 à Kara. Il a fait sa formation initiale à l'Efofat à Pia au Togo. Il a suivi des formations de spécialisation entre 2003 et 2016. Le lieutenant-colonel Alaoui est nanti du diplôme d'état-major et du brevet d'études supérieures de défense, les deux obtenus en Côte d'Ivoire. Il fut aide de camp du président de la République de 2014 à 2021. Avant de prendre la tête du CENI, il était l'adjoint du commandant sortant. Les autres temps forts de la cérémonie de passation de commandement, c'est la signature du procès verbal et les allocutions de circonstances. Le commandant sortant, le colonel Maunta Bayassim Yamkoulaba, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à la haute hiérarchie militaire des forces armées togolaises pour lui avoir confié le commandement de cette prestigieuse institution de formation, d'instruction et d'entraînement. Le nouveau commandant, le lieutenant-colonel Bidenam Alaoui, a lui aussi témoigné sa gratitude au président de la République, chef des armées, et au haut commandement des FAT pour la confiance qui vient d'être placée en lui. Il les a rassurés de sa détermination et de celle du CENI à contribuer à améliorer davantage la qualité de l'instruction dispensée aux stagiaires et aux recrues. Intervenant à son tour, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kassawa Kolemaga, a félicité le commandant sortant et lui a demandé d'être fier du travail qu'il a réalisé et d'être disponible lorsque son successeur aura besoin de lui. Quant au nouveau commandant, il lui a demandé de s'y mettre pour montrer qu'il est à la hauteur de la confiance qui lui a été faite avant de lui remettre sa fiche de commandement. Ils sont tombés les armes à la main dans la nuit du 10 au 11 mai dernier dans leur mission de paix et de sécurité dans le Kpendjal. L'attaque terroriste a coûté la vie à 8 vaillants soldats togolais au poste avancé de sécurité de Bekakandi, faisant également 13 blessés au camp du 4e régiment d'infanterie de Nunproma dans les savanes. Un hommage national mérité est rendu ce vendredi aux 8 héros à travers une cérémonie présidée par la ministre des Armées représentant le président de la République, chef des armées. Gérald Agoudou, notre correspondant dans la région. La nation togolaise et son armée saluent la mémoire de 8 vaillants soldats pour leur sacrifice pour la paix. Ils sont tombés les armes à la main dans l'exercice de leur mission, celle de défendre l'intégrité de la terre de nos aïeux, protéger les citoyens et garantir la paix et la stabilité, même au-delà de nos frontières. Mais dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, ce fut leur dernière combativité ici-bas au poste avancé de sécurité du Kpenkakandi dans le Kpendjal, frontière avec le Burkina Faso. Ces 8 valeureux fils du territoire, tombés au champ d'honneur, ont eu droit à un hommage national présidé ici par le ministre des Armées et Sozuna Marguerite Nyakade, représentant le président de la République, chef des armées. Dépôt de gerbes, décoration à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre du Mono pour le service rendu à la nation, puis des coups de fusil ont retenti pour leur dire adieu. Le premier coup symbolise le devoir.
deuxième coup symbolise l'honneur. Le troisième coup représente la patrie, le pays pour lequel on a un attachement affectif. Excellence, Madame le ministre des Armées, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, Monsieur le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'emprunter ces propos du général Cardo qui écrivait, je cite, « Ce sont les braves semés sur la route qui, en effet, ouvrent le chemin aux autres. » Fin de citation. Cette citation trouve son sens dans l'immensité du sacrifice que nos braves compagnons ont accepté accomplir. Ces valeureux héros sont soldats de première classe Yendire Nkwambi, soldats de première classe Dekebalo Aloenyim, soldats de première classe Atou Pignonzi, soldats de première classe Benguaya Mani Badan, soldats de première classe Jatwat Kanlukitib, soldats de deuxième classe Simwoku Maele, soldats de deuxième classe Jato Djagoi, agents de police Nyasim Djamiewassou. En effet, ces militaires et agents de police ont, dans la matinée du 11 mai 2022, accepté barrer la route à l'ennemi au péril de leur vie pour, comme l'a dit le général Cardo, que le reste des Togolais puissent continuer par avancer vers nos valeurs les plus chères, qu'ils puissent ne pas vivre dans la peur. Compagnons d'armes, par cette nuit calme, vous étiez l'avant-garde du combat de la liberté contre l'idéologie fanatique religieuse, de la liberté contre la haine du prochain, donc de la civilisation contre l'apocalypse. Vous êtes restés soudés jusqu'à la fin de votre vie, unis dans ce combat noble, dans cette action courageuse. Je m'en vais citer le général Yves Gras pour illustrer le sens de leur héroïsme. Je cite, « La ferme décision de mourir plutôt que de reculer donne la mesure de notre force morale, de cette force qui fait seule la valeur d'une troupe. Cultivons-la, messieurs, dans notre cœur, dans le cœur de nos soldats, cette qualité qui engendre les héros et qui, à l'heure de la bataille, assurera la suprématie de nos armes. » Fin de citation. Le terrorisme vit de la peur de la mort. Il sème la désolation, non pas comme une fin en soi, mais pour inspirer la peur et par là la soumission des peuples. Au-delà des efforts collectifs de sécurité que notre gouvernement et notre hiérarchie ne cessent de consentir, c'est la force morale individuelle dont vous venez de faire preuve en acceptant la mort, arme à la main, qui permettra de triompher de ce fléau. C'est ce courage de rester sur place pour contrecarrer l'ennemi qui fait de vous des héros du peuple et qui nous permettra de gagner cette lutte d'influence et de ne pas céder un seul centimètre carré de notre territoire, comme nous l'a ordonné son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Que ce soit dans la grande famille des armées ou encore la nation tout entière, en passant par les familles biologiques éplorées, l'émotion est vive. Aux familles éplorées, recevez nos condoléances les plus attristées. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ce crime odieux ne restera pas impuni et les auteurs de cette barbarie feront face aux lois en vigueur dans notre pays. Pour la mémoire de vos fils, pères, époux, frères, parents et amis qui resteront toujours nos frères d'âme, la paix sera le quotidien de tout Togolais jusqu'à notre dernier souffle. Du côté des djihadistes, la leçon a été plus amère. Avant de tomber, grâce à leur combativité, leur sens tactique et leur intelligence de situation, nos vaillants compatriotes et frères d'armes
ont éliminé une quinzaine de terroristes et fait un nombre évident de blessés. Excellences, Madame le ministre des Armées, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, permettez-moi de présenter mes condoléances à son Excellence Fort Esozimna Gnassingbé, président de la République, chef des armées, qui n'a cessé à tout moment de faire le tour des positions de nos éléments déployés pour les motiver et leur prodiguer d'utiles conseils tout en partageant leur quotidien. Vous pouvez lui assurer de notre volonté inébranlable de maintenir notre pays hors d'atteinte de ces groupuscules barbares terroristes. Vous pouvez lui assurer de notre fidélité à ces hautes directives de ne céder aucun centimètre carré de notre territoire. Des attributs, notamment drapeaux, bérets et médailles de décoration, ont été également remis aux familles éplorées. De vive voix, leurs frères d'armes d'hier ont réaffirmé leur engagement à poursuivre ce combat jusqu'à la victoire face à la barbarie. Sur place, les familles éplorées ont reçu les salutations des officiels. La franche collaboration entre civils et forces de défense et de sécurité doit être notre arme commune face à l'ennemi commun, le terrorisme. Et c'est sous le rythme de la fanfare du régiment paracommando que les 8 héros sentinelles de la paix s'en vont dans la gloire auprès du Créateur. Et toute notre compassion et notre solidarité à la grande famille des forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux familles éplorées. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.